Au-delà des limites, c'est une conversation d'1 heure, ouverte, sans complaisance, avec des personnes déterminées, persévérantes, résilientes, vivant avec un handicap ou certaines limites. C'est une invitation d'Yvan Deslauriers et de Francine Forget. Aujourd'hui, on reçoit Dominique Tremblay. Dominique Tremblay, c'est un ex-athlète paralympique aux Jeux d'Atlanta de 1996 et de Sydney en 2000. Il vit en fait avec une paralysie cérébrale, ce qui n'empêche pas de parcourir le monde au nom de la Fédération internationale de boccia et de s'assurer de continuer à faire la promotion des para-athlètes dans plusieurs médias. On peut dire qu'il est flamboyant, alors on vous invite à nous suivre à sa découverte. Bonjour Dominique. Bonjour. Vous êtes en forme? Très en forme. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Oui, nous aussi, ça nous fait bien plaisir. On avait hâte parce que ça fait, disons, plusieurs rendez-vous manqués. Mais là, aujourd'hui, c'est important parce que ça se tient puis c'est ça qu'on voulait. La météo est avec nous, tout est correct, fait qu'on le fait. Oui, c'est ça, exactement. Le décalage horaire... Ça va. Ça va. On va avoir l'occasion de peut-être revenir sur ce pourquoi vous êtes souvent en décalage horaire. Oui, avec plaisir. Alors, au cours de la 50aine de minutes qui va suivre, on va parcourir votre vie. On va partir, on va revenir loin. On va regarder votre enfance, mais aussi aujourd'hui, ce que vous êtes devenu et ce que vous faites. Et on va parler beaucoup de boccia. Alors, peut-être avant de commencer avec nos questions, on aimerait ça que, pour le bénéfice de tous, on comprenne vraiment de quoi vous parlez quand vous parlez de boccia. Alors, le boccia, c'est le sport... Je travaille pour la Fédération internationale de ce sport-là. Si vous ne savez pas ce que c'est, ça ressemble énormément à la pétanque. Donc, on doit lancer des balles de couleur, soit bleu, soit rouge, le plus proche du cochonnet. Et c'est un sport paralympique qui s'adresse à des personnes qui sont le plus lourdement handicapées dans le spectre des sports paralympiques. Alors, on va avoir l'occasion d'y revenir. Vous allez pouvoir avoir une conversation avec Yvan à ce sujet-là. D'ailleurs, je préviens nos auditeurs, il n'y en aura pas de facile aujourd'hui. Et quand je dis ça, c'est ni pour Yvan, ni pour Dominique. Égoïstement, c'est pour moi, parce que c'est deux complices et je devrais, malheureusement, sûrement, à certains moments, m'imposer pour les arrêter, comme on dit en bon français. Alors, on va commencer par un segment où je pense que je vais être capable d'être capable de faire ce que j'ai à faire. On va parler de votre enfance et de votre parcours scolaire. Avec un nom comme ça, si je vous dis que vous êtes né au Saguenay... C'est en plein ça, il n'y a pas de surprise. C'est en plein ça, il n'y a pas de surprise, non. Hein? Non, c'est ça. Donc, vous faites partie de la grande famille des Tremblay. C'est ça. Vous y avez passé toute votre enfance? Oui, je suis né à l'hôpital de Chicoutimi. J'ai resté à Jonquière. Je suis resté là jusqu'en 1994. À la fin de mon cégep, j'ai déménagé à Ottawa pour l'université et aussi pour m'entraîner parce que je faisais partie de l'équipe nationale et j'avais besoin d'un meilleur site d'entraînement et je suis allé rejoindre mon entraîneur à ce moment-là pour partager ma passion du sport. Est-ce que c'est à ce moment-là, en fait, à un moment de votre naissance, qu'on a décelé la paralysie cérébrale chez vous? En fait, je suis né à 27 semaines, qui est quand même assez tôt, surtout en 1974. J'étais supposé naître en décembre, je suis né le 18 septembre. J'ai passé beaucoup de temps dans l'incubateur pour finir ce qu'il y avait à finir, mais on a décelé la paralysie cérébrale seulement quand j'avais 1 an et demi, 2 ans, parce que je n'étais pas capable de me tourner. Ma mère se posait des questions. C'est pas le développement normal d'un enfant. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a mis un diagnostic, un nom, paralysie cérébrale, mais c'est à la naissance, j'ai manqué un peu d'oxygène à la naissance. C'est ce qui a donné la paralysie cérébrale. OK, mais dès le moment où ils ont eu des doutes, on a décelé ce diagnostic-là. Est-ce que, évidemment, ça a affecté votre enfance? Sûrement. Je vous dirais pas vraiment. Ma mère, qui est maintenant décédée, est un être d'exception. Pour elle, que son enfant soit handicapé, ça changeait pas grand-chose. Il allait faire les mêmes choses que les autres, juste différemment.
et elle m'a inculqué cette façon de faire-là. Puis elle avait vraiment une tête dure, une tête de cochon. Puis quand elle voulait quelque chose, elle s'assurait de l'avoir. Si ça voulait dire qu'il y avait un poteau en avant d'elle, le poteau allait se tasser. Ouais. Tellement elle était vraiment entêtée dans ce qu'elle voulait. Puis c'est ce qu'elle a fait pendant toute mon enfance. Étiez-vous un enfant unique? Tout à fait, oui. Tout à Ma fait. mère m'a élevé seule. OK, elle vous a élevé seul. Votre parcours scolaire, comment ça s'est fait avec cette paralysie? Pour moi, normal. J'ai toujours... Ben, ma mère a dû se battre pour que je sois dans une classe régulière avec la commission scolaire. C'est sûr que la maternelle, ils ne savaient pas trop... On le mettait dans une classe régulière ou dans une maternelle régulière. Ils m'ont mis dans une maternelle mixte, dans une école. Et après ça, ma première année, ma deuxième année, ma troisième année, c'était dans le circuit régulier. La seule différence, c'est que je changeais souvent d'école parce que l'école la plus proche de chez moi avait 4 étages. Puis il disait que c'était trop difficile pour moi, donc je me suis promené souvent d'école, mais c'était à part ça dans le régulier, là, pas des écoles spécialisées. Et j'ai compris que vous êtes allé au cégep. Oui. Vous avez fait quel programme au cégep? Donc, radio, j'aime ça. J'ai fait arts et technologie des médias. Mon but, c'était de... À Jonquière. À Jonquière, oui, c'est ça. On reste dans le même territoire. C'est en plein ça. Mon but dans la vie, c'était, quand j'étais jeune, c'était de... Tu sais, je me souviens, depuis que je suis 2 ans, 3 ans, je prenais mon bain, puis maman m'assoyait sur la vanité à côté du bain, puis j'avais les cheveux mouillés. Je disais, je viens de jouer un match de hockey, le casque, j'ai les cheveux tout mouillés, j'ai eu chaud. J'ai regardé le hockey le samedi soir à 8h, j'écoutais la première période, fallait que je me couche pour la deuxième. Puis mon but, c'était de jouer dans la Ligue nationale. Mais bon, avec la paralysie cérébrale, le plus loin que je me suis rendu sur patin, c'est en poussant une chaise. Jouer dans la Ligue nationale en poussant une chaise, tu vas pas bien loin. Fait que l'autre option qui me restait, c'était de devenir journaliste. Donc, dès le primaire, mon but, c'était de devenir journaliste sportif. Et c'est ça que je suis devenu. Et c'est ce que vous avez étudié à Ottawa en journalisme, c'est ça. Oui. Bon, alors c'est vraiment intéressant, mais il y a beaucoup d'autres aspects qu'on veut traiter avec vous. Alors on va changer de segment et on va aller vers un autre parcours, celui-là, jusqu'au paralympisme finalement. Alors, Dominique, on va maintenant parler de parcours sportif. Oui. Et pour nous accompagner dans ce segment-là, on a fait appel à quelqu'un que je pense que tu connais, Maxime Gagnon. Ah ben oui. Maxime qui est PDG à Altergo. Bonjour, Maxime Gagnon. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue. Alors, Dominique, parle-nous un peu de tes premiers pas dans le monde du sport. En fait, ça relève de l'éducation physique au début du secondaire, même au primaire. Tout ce qui avait rapport avec le sport, j'aimais ça. Mm-hmm. Venant de Jonquière, l'activité sportive pour les personnes handicapées, il n'y en avait quand même pas beaucoup. Il y avait une équipe de basketball à Dolbeau. Et à 13 ans, ils ont formé une équipe régionale. Et je suis allé au défi sportif. Ma première défi sportif remonte à 1987, à 13 ans. Notre équipe avait gagné la médaille d'argent, la médaille de bronze au tournoi de basket. Mm-hmm. Mais bon, j'avais joué 5 minutes en 5 matchs contre les Blue Devils de Montréal, qui est une des premières équipes de basketball en fauteuil roulant de Montréal. Donc, c'est ma première
expérience dans le monde du sport pour personnes handicapées à ce moment-là. À quel Francine, vous âge, oui, c'est ça. À quel âge, Dominique, vous avez commencé à vous déplacer en fauteuil? Au début du secondaire, au primaire, ma classe était au rez-de-chaussée. J'avais 3-4 marches à descendre, puis je me déplaçais en béquille. À l'âge de 13 ans, j'étais capable de marcher sans aide sur 1 kilomètre à peu près. Donc, c'était pas le fauteuil roulant n'était pas nécessaire. C'est juste que quand tu tombes au secondaire, l'école est plus grande, il y a plus de déplacements. Donc, c'est là que le fauteuil roulant est devenu nécessaire. Puis c'est là que j'ai commencé à utiliser le fauteuil roulant. Donc, vous avez toujours fait du sport en fauteuil, c'est ça? La plupart du temps, oui. OK. Puis là, je me tourne vers M. Gagnon. Monsieur Gagnon, est-ce que le défi Altergo, bon, on a Dominique là, qui est allé jusqu'au paralympisme, mais est-ce que c'est un des objectifs du défi Altergo d'identifier des jeunes qui pourraient suivre un chemin semblable? Ben, oui, tant mieux si ça se fait, mais à la base, le défi sportif Altergo donne une chance à des athlètes de compétitionner avec des semblables. Souvent, ce qu'on voit, c'est un jeune Dominique qui est au primaire, qui est à Dolbeau, qui, lui, pense qu'il est seul au monde, ou un gars de la BTB, ou même un jeune à Montréal, qui pour lui, est unique. Puis là, il arrive sur le départ de la course d'athlétisme, et il voit 5 autres personnes pareilles comme lui. Il fait comme, wow, je suis pas tout seul au monde comme ça. Parce que souvent, c'est ce que ces jeunes-là se disent. Puis c'est là qu'on leur donne la piqûre avec les professeurs d'éducation physique, en aidant les professeurs d'éducation physique à intégrer ces jeunes-là dans les cours. Non pas de leur dire, malheureusement, tu marches croche un peu, tu cours moins vite, on va te mettre dans les buts, tu vas marquer des points, tu vas aller à la bibliothèque. Non, le défi sportif sert de motivation, puis on le fait régulièrement. On vient de le faire dernièrement dans une démonstration de para-hockey. Il y avait un élève qui avait une limitation qui jouait au para-hockey. Il en a parlé à son professeur. Son professeur a appelé. Puis la fédération s'est déplacée, est allée faire une démo. Puis de là, maintenant, le petit Tyler qui était peut-être différent des autres est rendu hot en para-hockey, puis toutes les autres sont rendus push en para-hockey. C'est un peu tout ça qu'on veut donner l'image. Le défi sportif sert à ça. Un Dominique Tremblay qui s'est rendu aux Jeux paralympiques, une Cindy Ouellette. Il y en a plusieurs autres comme ça qu'on connaît, qui ont commencé au défi sportif, justement. Puis oui, ils ont représenté notre pays ou ils ont représenté notre province, puis pour eux, c'était suffisant. Donc, c'est un peu à ça que ça sert, le défi sportif. Pour ajouter, je pense que le défi sportif a sa place et est idéal pour donner la piqûre aux jeunes handicapés qui ont un handicap de savoir le sport. On ne va pas nécessairement au défi sportif dans le sport pour lequel on va représenter notre pays, mais c'est là qu'on apprend que c'est possible, et qu'on va trouver notre voie à partir de là. Moi, j'ai commencé en basketball en fauteuil roulant, mais j'avais aucun avenir en basketball en fauteuil roulant. Mais ça a mené à la course en fauteuil roulant. Puis c'est là que j'ai participé à des Jeux paralympiques, à des championnats du monde. Tout à fait. Mais comment, Dominique, vous avez découvert que vous pouviez participer à l'athlétisme en fauteuil roulant? En fait, je jouais au basketball en fauteuil roulant avec la QSFR pour des compétitions provinciales en mini-basketball. À QSFR? L'Association québécoise? L'Association québécoise des sports en fauteuil roulant, qui est maintenant Parasport Québec. Et j'ai lu dans leur journal interne qu'il y avait à ce moment-là, qu'il y avait une compétition d'athlétisme, puis je venais de commencer à faire de l'athlétisme là, avec une vieille chaise, puis j'aurais été plus vite de reculons au moment des Jeux paralympiques qu'avec cette chaise-là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais bref, j'aimerais ça aller à cette compétition-là. Et là, ils m'ont dit, tu peux y aller, mais il y a des compétitions pour les athlètes qui ont la paralysie cérébrale, c'est ton cas, et il y a une fédération de sport pour paralytiques cérébraux, et je vais te mettre en contact avec eux, et c'est là que tu vas participer. C'était en novembre 92, c'était ma première compétition en fauteuil roulant, j'ai gagné 4 médailles d'or, je pense. La 5e distance, j'ai été disqualifié parce que je n'étais pas capable de rouler dans une ligne droite, et ça m'a mené à une compétition internationale l'année suivante en Angleterre. Exact. Et M. Gagnon, est-ce qu'il y a beaucoup d'organismes, d'associations qui vont au défi Altergo justement pour voir les jeunes qui performent puis peut-être identifier de futurs athlètes? Il y en a.
Il n'y en a pas assez, je vais vous dire. Il y a beaucoup de fédérations qui devraient être présentes pour voir ces jeunes-là. C'est plus de 5 000 jeunes qu'on reçoit avec une limitation fonctionnelle. Donc, oui, c'est intéressant. Il y a des sports qui le font. Et on est ouvert à ça parce qu'on veut que ces jeunes-là, malheureusement, tu sais qu'à l'âge de 18 ans, il n'y a plus de service souvent pour ces jeunes-là, mais de rester dans un réseau social par le sport, je pense que c'est une belle forme d'inclusion et de garder un réseau social et d'être actif autant physiquement que mentalement en ayant des relations comme ça. Tout à fait. Dominique, vous nous avez dit tantôt que pour améliorer votre performance, vous êtes allé à Ottawa, vous avez suivi votre entraîneur. Là, vous êtes à Atlanta, vous avez beaucoup travaillé pour arriver là. Racontez-nous, vous êtes sur la ligne de départ à Atlanta, racontez-nous. Je sais pas, j'ai très peu de souvenirs de mes courses à Atlanta. J'étais probablement trop émerveillé. La seule chose que je me souvienne, c'est dans la finale du 400 mètres, on était à la 3e courbe. J'étais nez à nez avec un athlète des États-Unis que j'ai battu plus tard, mais il était en avant de moi et j'ai manqué la courbe parce que notre fauteuil roulant fait que en pesant sur un levier, la chaise prend la courbe et j'ai manqué ma courbe un petit peu, donc j'ai été obligé de ralentir et ça m'a empêché de le rattraper et donc j'ai fini 8e, ça m'a déçu et malheureusement, c'est vraiment le seul souvenir que j'ai de mes courses. Oh mon Dieu! Donc, mais j'ai plein d'autres expériences des Jeux paralympiques en général, Oui. mais de mes courses comme telles, c'est un peu décevant peut-être. C'est la même chose pour Sydney, pour les suivantes? Non, ça je m'en souviens plus parce que ma mère était dans les estrades. Elle avait fait le voyage jusqu'en Australie. En Australie pour me voir. Et on est resté en Australie. Moi, je suis resté là pendant 27 mois. Ma mère est restée là pendant 3 mois. Donc, on a voyagé, on a partagé des expériences. Donc, ça, je m'en souviens plus. Puis, j'étais aussi peut-être plus vieux. Puis, c'était... Là, je me disais, il faut que j'en profite parce que ça ne durera pas vitam aeternam, ces expériences-là. Puis là, j'ai autour de moi 2 personnes qui sont très, très, très impliquées dans le sport pour les personnes handicapées. Est-ce que, puis j'ai déjà posé la question à Dominique, mais je veux voir si sa réponse va changer. Est-ce qu'on devrait intégrer les Jeux paralympiques aux Jeux olympiques ou c'est correct que ça soit 2 jeux collés mais séparés? Il faut que ce soit séparé. Il faut qu'on ait le projecteur sur les athlètes qui ont un handicap. Pour vous donner un exemple, est-ce que vous vous souvenez qui a gagné une médaille d'or en pentathlon moderne en 1996? Non. Moi non plus. Je ne sais même pas s'il y avait des Canadiens, puis j'adore le sport. Donc, qui va se souvenir d'une Chantal Petitclerc en athlétisme en fauteuil roulant quand on passe déjà des milliers d'heures à couvrir les Jeux olympiques? Ça va devenir une autre nouvelle. Donc, on ne pourra pas se souvenir qu'elle a gagné 5 médailles d'or à Pékin ou 5 médailles d'or en Australie. Donc, le spotlight, il faut que ce soit sur les athlètes. J'aime mieux qu'on parle de 1 mois d'événements sportifs. Le premier de 2 semaines que moi j'aime appeler le test event. C'est là qu'ils font toutes les erreurs. Puis c'est parfait pour les Jeux paralympiques. Qui viennent après. 2 semaines après. Donc, c'est 1 mois de célébration sportive. On célèbre les meilleurs athlètes au monde. Les 2 premières semaines, c'est les Jeux olympiques, c'est les dieux du stade. Et par la suite, c'est les athlètes paralympiques qui montrent que tout est possible. Oui, tout à fait. Monsieur Gagnon, qu'est-ce que vous en pensez, vous, paralympisme et ou olympisme? Totalement d'accord. Puis au niveau logistique, ça serait infaisable. Imaginez-vous, il y a des compétitions d'athlétisme qui commencent avant l'ouverture, puis il y a des compétitions qui se terminent la journée même. Fait qu'imaginez si vous rajoutez en plus des compétitions de fauteuil roulant, de personnes aveugles, ces choses-là, ça finira plus. Au niveau du village, juste le village en tant que tel, déjà, les villages sont trop petits. Ils ne savent plus quoi faire avec après parce que c'est rendu trop gros pour faire X ou Y projet. Oui. Ça serait infaisable au niveau logistique. Plus, tout ce que Dominique a dit, j'appuie à 100%. Faut que, malheureusement, les médias insistent plus et soient plus présents
aux Jeux paralympiques. Je pense qu'il y a des faits d'armes qui sont là. Il y a des résultats qui sont extraordinaires. C'est des athlètes à part entière. Ils ne sont pas plus exceptionnels que d'autres. Mais je pense qu'il y a des hauts faits d'armes qui devraient être mis, le spotlight sur ces athlètes-là. Et je pense que c'est des choses qu'on devrait faire. Donc, on a la meilleure combinaison, c'est ce que je comprends. Francine, vous Pour aviez quelque l'instant, chose? oui, mais au niveau médiatique, malheureusement, il y a encore du travail à faire. Quand je regarde les studios, malheureusement, de Radio-Canada, qui sont énormes, ça n'a pas de bon sens durant les Jeux paralympiques, durant les Jeux olympiques, et qu'on arrive aux Paralympiques, puis on a un journaliste, un recherchiste, il y a une petite table 2x6, puis 2 chaises, c'est le bureau, on a un problème. Mais tranquillement, ça change. Le Comité paralympique canadien s'investit beaucoup là-dedans, puis on voit des changements. Pas encore assez à notre goût, nous qui sommes les passionnés de ça, mais je crois qu'on va y arriver un jour. Francine, vous avez... Bien, il y a une belle unanimité autour de la table, si je comprends bien, sur la non-intégration des deux. Est-ce que ça existe encore, cette idée de vouloir jumeler le tout? Parce qu'on en a beaucoup parlé à une certaine époque, puis il me semble qu'on n'en entend plus beaucoup parler. Dominique? Je crois. C'est exact. Je pense que le Comité paralympique international qui régit les Jeux paralympiques a trouvé sa place et travaille en partenariat avec le Comité olympique international. Donc, je pense que maintenant, on a vraiment trouvé, on a mis la bonne définition à ce que ça doit être. Je pense que tout le monde s'entend au terme de logistique, comme M. Gagnon a parlé. C'est un mois de festivités sportives et ça comprend les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Le respect est là aussi, si je peux me permettre. Oui, allez-y. Lorsqu'on arrive pour les Jeux paralympiques, parce que j'ai eu le privilège d'avoir fait les Jeux paralympiques depuis 96 aussi, d'assister à tous les Jeux paralympiques. Lorsqu'on arrive pour les Jeux, il n'y a plus d'anneau olympique. On ne le voit plus, tout est changé. C'est vraiment les Jeux paralympiques qui, même au niveau de la piste d'athlétisme, le logo est changé, ces choses-là. Donc, ce sont les Jeux paralympiques. Mais j'imagine, messieurs Gagnon et Tremblay, qu'on a appris tout dernièrement qu'il allait avoir des bourses pour les médaillés paralympiques, au même niveau que les médaillés olympiques. J'imagine que vous êtes unanime sur le fait que c'est une bonne chose? C'est extraordinaire. Pour une fois, la médaille olympique et la médaille paralympique vaut la même chose. Ouais. Ça a pris du temps pour s'y rendre. Les Jeux olympiques, ça date depuis 2008 peut-être. Pour les Jeux paralympiques, on est rendu en 2024. Fallait trouver des bons commanditaires pour faire ça. On a réussi à les trouver. Le gouvernement a embarqué un petit peu aussi. Mais ça va changer la donne. Là, la prochaine étape, c'est de convaincre les médias de suivre. Monsieur Gagnon, comment Entièrement vous... d'accord. Entièrement. Entièrement d'accord. On était en arrière au niveau. L'athlète paralympien, l'athlète olympien s'entraîne de la même façon, a la même équipe d'encadrement, a les mêmes services. Pourquoi que la médaille d'or ne vaut pas le même prix? On se l'a demandé depuis plusieurs années. Et chapeau à ceux qui ont réussi qui ont mis temps et énergie à faire que cette médaille d'or-là vaut maintenant la même or. Donc, Dominique, est-ce que vous considérez que le paralympisme est au niveau où il devrait être aujourd'hui, où il y a encore des améliorations importantes qu'on doit considérer? On voudrait toujours avoir plus. Mais quand je me souviens que les Jeux paralympiques d'Atlanta, il y avait 2 émissions qui ont été diffusées de 3 heures, un mois après la compétition. Oui. C'est le jour et la nuit. Mais si on revient à l'histoire des Jeux olympiques, en 1904-1908, c'était Pierre de Coubertin qui écrivait les articles pour qu'on parle des Jeux olympiques. Oui. Puis c'était mélangé au travers des expositions universelles. Par 1932, tous les journalistes voulaient être sur place. Là, on a l'exemple des Jeux olympiques, mais il faut se rappeler que les Jeux olympiques d'aujourd'hui, on pas toujours comme ça. Et ça doit grandir. Eux-mêmes, ces jeux-là évoluent. C'est ça. Tout à fait. Monsieur Gagnon, en terminant, est-ce que vous considérez que le défi Altergo est à l'endroit où il doit être? Les sportifs Altergo, Oui. comme les Jeux paralympiques, s'améliorent d'année en année, veut permettre d'accueillir le plus d'athlètes possible dans un
encadrement dans un événement qui est de qualité. Alors, c'est le devoir qu'on se fait. On a des employés qui travaillent 12 mois par année, qui travaillent avec des comités de concertation pour avoir le feedback des entraîneurs, des professeurs, pour améliorer l'expérience, pour donner le goût à ces jeunes-là de rester dans le sport. S'ils ne restent pas dans le sport, tant mieux, ils peuvent rester dans le loisir ou la culture, mais ce qu'on veut, c'est que ces jeunes-là ne soient pas isolés et qu'ils ne s'isolent pas. La même chose pour un adulte qui vient d'avoir un accident du jour au lendemain, qui pour lui n'a jamais vu une personne handicapée de sa vie. Ben, s'il vient au défi sportif, puis il essaye un sport, puis il vient dans notre zone d'essai, puis il en essaye un autre, puis ça lui fait faire une pratique régulière, ben, on dit mission accomplie au défi sportif Altago. Super. Dominique, racontez-nous plutôt la fin de votre carrière d'athlète actif. Ah, ça s'est passé en janvier 2021. J'ai resté en Australie à ce moment-là. Et il y a une grosse compétition en Australie je ne me souviens plus du nom, là, mais ça se passe la journée, le Australia Day. Oui, oui. Et 2 jours plus tard, il y a une grosse course de 10 km. Et 2 jours après, il y a une compétition d'athlétisme. Et je pars pour le 1500 mètres. Et après un tour, je me suis dit, je tente de tourner en rond. C'est le temps que je fasse d'autres choses. Mais là, vous avez dit en 2021? Pardon, on recommence? Ouais. En 2001, pardon. OK. Oui, en 2001, après les Jeux paralympiques de Sydney. Puis après le premier tour, je me suis dit, je t'en ai de tourner en rond. C'est le temps de finir. J'ai fait le tour. C'est ça. Puis là, vous vous consacrez, puis on va parler de ça dans la deuxième moitié de l'émission, Oui. dans les médias en particulier. Mais vous avez toujours à cœur la promotion du sport pour les personnes qui vivent avec un handicap. Oui. J'en profite pour remercier Maxime Gagnon pour votre participation. J'ai beaucoup aimé ces échanges autour de l'olympisme et du paralympisme, autour du parcours de Dominique dans les Jeux paralympiques, pardon. Alors, merci beaucoup. On se quitte pour quelques instants et on vous revient. Vous écoutez Au-delà des limites avec Yvan Delory et Francine Forget. Alors, je rappelle que nous sommes en compagnie de Dominique Tremblay, du Saguenay. C'est ce que j'étais pour dire. Mais qui a rencontré sa femme pas au Saguenay. Du tout. Du tout. Alors, parlez-nous donc de ça. Alors, j'ai resté à Ottawa à l'époque. Je revenais de... En fait, c'est quelques années après que je suis revenu d'Australie. Je jouais au basketball pour l'équipe d'Ottawa parce que pendant longtemps, j'ai continué à faire du sport. Et on était 4 joueurs d'Ottawa qui voulaient jouer dans une ligue plus élevée. Et il y avait une équipe à Saint-Hyacinthe qui cherchait des joueurs. Et ma conjointe, qui s'appelle Émilie Marchand, jouait dans l'équipe de niveau plus bas avec l'équipe de Saint-Hyacinthe. Puis je l'ai remarqué. Puis ben, c'est comme ça qu'on a commencé à parler. Puis une chose menant à une autre. On est en couple maintenant depuis 16 ans, 17 ans. Moi, j'ai dans mes notes 2007. C'est à peu près ça. Bon. 2023 moins 2007. Ça fait 16 ans. Ouais, c'est ça. C'est bon, hein? Ouais, c'est bon, pas pire. on est là. Ouais, c'est pas pire. C'est ça. Alors, donc, le calcul, ça vous connaît. Ouais. Vous avez 2 enfants aussi? Oui, tout à fait. Adéliane, qui vient d'avoir 13 ans, et Léobert, qui lui a 8 ans. Et qui ne sont pas handicapés. Tout à fait, ne sont pas handicapés. Ils sont très énergiques et marchent et courent. Ce sont des ados? Ben, ma fille, oui. Oui, ou Mon presque petit sur le garçon, bord de. c'est ça. Et alors, comment ça se passe avec 2 parents handicapés? Comme tous 2 parents,
On a de la broue dans le toupette. Faut s'assurer que tout le monde se lève le matin, puis ils partent pour l'école, puis ils reviennent, puis ils ont des activités parascolaires, puis ils font de la gymnastique, font des compétitions de gymnastique. Fait qu'il faut faire le taxi, puis comme n'importe quel parent, pour moi que j'utilise une chaise ou des béquilles, que j'ai la paralysie cérébrale, pour moi c'est normal. Il n'y a rien de différent que vous, madame, ou que vous, monsieur, vous marchez, mais vous avez des défis en vous levant le matin parce que le corps fonctionne pas toujours de la façon qu'on voudrait. Ben, c'est la même chose pour moi, puis on s'adapte. Ma conjointe est aussi en fauteuil roulant, elle est paraplégique. Elle a eu un accident très, très jeune. Donc, elle se déplace en fauteuil roulant. Au lieu de se déplacer sur ses deux jambes, elle se déplace avec 4 roues. Mais ça reste qu'on est des parents en premier, puis il n'y a pas de différence. Est-ce qu'il y a des aspects de leur personnalité ou des qualités qu'ils ont développées parce que, justement, ils ont 2 parents handicapés? Ma fille, oui. Elle est très débrouillarde, très, très indépendante. Et j'ai mis ça sur le fait qu'elle avait 2 parents en fauteuil roulant. Fait qu'elle a été obligée de, s'habiller seule peut-être plus rapidement qu'une autre personne ou d'autres tâches qu'elle avait à faire. Mais mon fils, qui est né 4 ans plus tard, est complètement à l'opposé. Donc, vous êtes dans une famille normale. Je vais vous dire ça, très normal. Pense que oui. Oui, Yvan. Ben, une famille normale, moi, mes 2 ados, je m'en souviens, là, ça fait pas si longtemps. Qu'est-ce qu'ils ont l'air, leur chambre? Est-ce qu'ils se ramassent, quoi? Ben, je vous dirais que comme n'importe quelle chambre d'ado... On voit pas le plancher? C'est à peu près ça, puis je peux pas rentrer parce que je vais briser des Legos, je vais rouler sur un morceau de linge comme n'importe quel parent. Puis oui. on leur dit, ben, si tu ramasses pas tes Legos, puis je mets le pied dessus, moi, ça me fera pas mal. J'ai cet avantage-là sur vous, Yvan. Oui. C'est pour ça que je dis toujours que c'est plein d'avantages d'être en fauteuil roulant. Mais je risque de l'endommager. Si tu veux pas que je le brise, tu le ramasses. C'est tout. Vous êtes appelé encore aujourd'hui, d'ailleurs, on va en parler un peu plus tard avec Yvan, là, à vous déplacer beaucoup pour votre travail. Oui. Ça doit avoir une influence quand même sur l'organisation de la vie familiale. Évidemment. On a juste 2 mains. Puis je dois dire un gros merci à ma conjointe qui, quand je dois quitter pour mon travail à l'étranger pour 4 jours, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines des fois, elle doit s'occuper des enfants tout seul, mais comme n'importe quel conjoint dont l'autre conjoint doit quitter pour le travail, ben, elle se ramasse monoparentale pendant une courte période de temps et elle doit se débrouiller. Puis on apprend de nos erreurs et on s'adapte et on a hâte que l'autre conjoint revienne. Est-ce qu'il vous accompagne parfois, les membres de la famille, les enfants, votre conjointe? En fait, quand je vais à l'étranger, jamais. Jamais? Ah, OK. Ma conjointe est un peu... elle n'aime pas trop sortir de sa zone de confort. Puis voyager à l'étranger, ça demande beaucoup d'adaptation. Peut-être plus tard, ça on va être capable de le faire, mais pour l'instant, avec 2 jeunes enfants, c'est compliqué. Ma fille rêve d'aller en Angleterre avec moi, de partir en voyage avec moi. Peut-être que quand elle va être un petit peu plus vieille, là, fin du secondaire, début du cégep, moi, je vais me faire plus vieux, je vais peut-être avoir besoin d'aide aussi. Peut-être qu'elle m'accompagnera, on verra, mais on y va une journée à la fois. Une journée à la fois, c'est ça, c'est bien, c'est bien. Alors maintenant, on va parler de votre passion, parce que vous en avez plusieurs. On a parlé du sport, mais votre passion de la communication, ça se sent. Comment vous êtes à l'aise, comment vous êtes bien là-dedans. Là. C'est quelque chose, on est en studio, puis ça respire l'aisance. Vous avez parlé tantôt que vous étiez aux couches quasiment, hein, quand vous avez commencé votre carrière. Oui. Oui. Ben, ça vous a toujours accompagné. En fait, non, pas le journalisme, en fait.
c'était plus le sport. Le journalisme m'a amené à faire du sport, couvrir les sénateurs d'Ottawa, les championnats canadiens de patinage artistique, mais j'ai pas toujours été à l'aise à parler devant des groupes ou à parler devant les médias et ainsi de suite. C'est Pourquoi? plus... Je suis un gars qui a pas beaucoup de confiance en soi, même si ça paraît peut-être pas beaucoup. Ah non, vous le cachez très, très bien, je peux vous dire ça. Donc, j'ai vieilli, j'ai pogné des trucs en vieillissant. Mais quand j'étais en Australie, j'ai fait un diplôme gradué en histoire pour étudier l'histoire des Jeux paralympiques puis la couverture médiatique des Jeux paralympiques. Et mon professeur de thèse à ce moment-là m'a demandé de devenir un assistant professeur. Là. Je me souviens plus du terme exact. C'est possible, c'est Ouais, un ça. terme qui Ouais, existe, c'est ça. oui. Et je devais enseigner ou partager les lectures que les étudiants devaient faire. Et on devait parler de l'histoire du sport australien. Je vous rappelle, je suis Canadien. À des Américains. Donc, en anglais. En anglais, c'est ça j'allais dire. On va en rajouter une couche. Avec l'accent du Saguenay. C'est ça. Ça faisait quelques années quand même que j'étais à Ottawa. Mon anglais s'était amélioré un peu plus que du toaster, des œufs, puis eggs, puis hot dog. Mais ça reste que j'avais un accent assez intéressant. Donc, si j'ai été capable de parler devant un groupe de ça, de l'histoire du sport australien, ben là, il n'y a pas grand-chose qui peut m'arrêter. Je peux parler d'à peu près n'importe quoi. Fait que c'est comme ça que je me suis mis à l'aise à parler dans le groupe. Puis le sport paralympique, ça me passionne. Puis je veux éduquer les gens, je veux qu'ils l'apprennent pourquoi c'est le fun, pourquoi c'est passionnant. Un match de basketball, un match de boccia, c'est comme un match de hockey. Vous avez juste besoin de vous asseoir puis de prendre le temps de le regarder. Vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose de différent qu'un bon match de hockey ou un match de hockey, pas toujours le fun qui finit 1-1 en tir de barrage puis il y a eu 15 lancers de chaque bord. Là. C'est pas toujours intéressant, mais un match de basketball puis un match de boccia, ça peut être intéressant. Basketball en fauteuil roulant, que je veux préciser. Bien sûr. Peut-être pour le bénéfice de nos auditeurs, peut-être nous résumer le genre d'intervention en communication que vous faites à ce moment-ci, parce que vous en faites beaucoup. Vous êtes présent dans différents médias. Peut-être nous dire un peu ce que vous faites de ce côté-là. Donc, je participe de temps en temps, chaque semaine avec Hélène Denis dans son émission. À Canal M. À Canal M. Quelques fois, je vais faire des choses pour Radio-Canada, écrire des chroniques ou participer à des émissions de radio comme j'ai fait la semaine dernière, là, à la fin du mois de janvier. Malheureusement, puis participer des fois aussi durant les Jeux paralympiques. Bon, comme j'ai étudié en art et technologie des médias, les gens qui ont fait art et technologie des médias sont dispersés un peu partout à travers le Canada et le Québec. Donc, ils me connaissent, fait qu'ils m'appellent, peux-tu me parler de choses X, Y, Z, surtout durant les Jeux paralympiques. Donc, je vais faire des choses comme ça. Mais je suis déjà beaucoup occupé avec mon travail pour la Fédération internationale de boccia. Donc, j'ai un petit peu moins de temps que je voudrais en mettre pour faire de la communication, travailler dans les médias. J'apprends en vieillissant que je peux pas tout faire. Il faut que je choisisse. Puis, ma santé, on en a juste une. Il faut y faire attention. Oui. Fait qu'on essaye de pas brûler les chandelles par les deux bouts. Est-ce que je sens un peu de regret là-dedans? Peut-être. Les médias, c'est valorisant. C'est le fun de voir son nom puis d'être reconnu pour faire ça. Mais en vieillissant, je suis aussi appris que mon travail à la Fédération internationale de boccia était aussi important et que ce que j'apporte est aussi important. Puis ça me permet de voyager. Puis ça, c'est ma deuxième passion que j'ai découvert en vieillissant. J'adore voyager. Donc, ça me permet de faire ça. Donc, il faut faire des choix. Pour l'instant, je travaille à la Fédération internationale de boccia. S'il y a d'autres opportunités dans les médias qui se présentent, je vais l'étudier puis on verra ce que ça donnera.
Les deux sont interreliés, quoi. Tout à fait. Oui. Quand je pars à une compétition, je peux très bien prendre un téléphone ou écrire un article puis le partager avec les gens. Est-ce que vous auriez pu être communicateur dans un autre domaine? Je sais pas. Je vous ai dit que j'avais peu de confiance en moi quand j'avais, jusqu'à l'âge peut-être de 25-30 ans. Ça aurait été plus difficile, je crois. La perception de l'handicap aussi m'a quelquefois barré la route. J'ai travaillé avec Radio-Canada pendant 4 ans à Ottawa comme rédacteur, mais j'allais très peu devant la caméra. Et à cause de mon handicap, de ma capacité de parler et ainsi de suite, à ce moment-là, il était peut-être pas tout à fait aussi clair, où on perçoit un peu ma paralysie cérébrale. Tout à l'heure, j'ai parlé de 2021, au lieu de dire 2021, ça m'arrive de dire pas les bons mots. Vous pensez que ça nous arrive pas, nous? Ouais. Mais Mais nous écouterez le vendredi matin, vous allez voir que ça nous arrive. Peut-être, mais je sais pas, peut-être que ça m'arrive peut-être plus, je le sais pas, mais il y avait des certaines réticences à me mettre à la caméra. Peut-être j'étais pas assez mature, peut-être il y a plein de choses, là. Fait que je ne sais pas. Je pense que maintenant, je suis à ma place. Vous mettez la barre haute. Très haute. Très haute, c'est Très, ça. très C'est haute. ça. Ouais. Est-ce qu'il y a un message là, sur lequel vous tapez le clou là, quand dans vos communications? Est-ce qu'il y a un lien clair? Là? Vous donnez une mission de promotion? Ou, Ben, je l'ai dit au moins une fois. Pour moi, un handicap est un avantage. Pour moi, un fauteuil roulant, c'est un moyen de me déplacer. C'est pas quelque chose de négatif. C'est pas je peux pas faire ça, donc je vais faire ça. Puis je pense que la plupart, oui, il y a un deuil à faire de X, Y, Z. Oui, il y a un deuil du fait que je serai jamais Maurice Richard ou Guy Lafleur. Je l'ai peut-être eu plus tôt dans ma vie parce que je pouvais pas patiner. mais Yvan non plus, hein? C'est ça, tu sais. Je sais pas comment il était comme hockeyeur, mais bon. Fait on a tous des rêves, on doit tous faire des deuils de rêves qu'on n'a pas été capable de réaliser dans notre vie. Le fait d'avoir un handicap ou pas, ça change rien. C'est juste différent. Puis je pense que ça, c'est important que les gens comprennent. Alors, Dominique, on va maintenant passer à ce qui vous occupe pendant depuis quelques années même. Quand est-ce que la Fédération internationale de boccia vous a contacté pour vous offrir un poste? En fait, ça remonte un petit peu plus loin. L'histoire est un petit peu plus longue que juste « je travaille pour eux ». Oui, oui. Donc, à un moment donné, dans mon parcours de travail, je travaille pour l'Association canadienne de sport pour paralytiques cérébraux, Oui. qui, au moment où je faisais de la compétition, était la fédération nationale qui s'occupait de moi, qui était responsable des athlètes ayant la paralysie cérébraux. En 2012, le boccia faisait partie de CP ISRA, qui était la fédération, l'association de sport internationale pour athlètes avec la paralysie cérébrale, qui regroupait le boccia et d'autres sports. Le boccia est devenu une fédération à part, donc la Fédération internationale de boccia, et on m'a demandé de savoir si j'étais intéressé à faire partie de leur comité de compétition pour développer la structure de compétition de la nouvelle fédération. À travers le monde. Donc,
bénévolement. J'ai commencé en 2013 sur leur conseil d'administration. Avec d'autres personnes à travers le monde, on a développé une structure de compétition. Et en 2015, c'était une fédération. Jusqu'en 2015, c'était une fédération qui était purement bénévole. Il n'y avait aucun employé ou à peu près pas. Et en 2015-2016, ils ont commencé à vouloir, on veut engager quelqu'un à temps partiel pour travailler avec nous. Ben, j'ai levé ma main, j'ai dit, je suis intéressé. D'accord. Ils ont dit, OK, viens-t'en, on commence. Puis en 2017, ils m'ont engagé à temps plein parce qu'il y avait l'argent pour le faire. Et depuis 2017, donc, je travaille à temps plein, donc un horaire plus ou moins régulier avec eux. Et j'ai des petits contrats à droite à gauche une fois de temps en temps. Et à travers ce parcours-là, vous avez quand même croisé Josée Malo, qui est directrice générale à Sport pour paralytiques cérébraux, Boccia Québec. Et on l'a au bout du fil. Bonjour, Madame Malo. Oui, bonjour. Et expliquez-moi, parce que Dominique me l'a déjà expliqué une fois, mais expliquez-moi, c'est quoi l'importance du boccia pour les gens qui vivent avec la paralysie cérébrale? Ben, en fait, si on part d'un concept de vie que c'est important de bouger, que c'est important d'avoir un sport et apprendre à gagner, apprendre à perdre, apprendre à se dépasser, les gens pour qui le boccia a été créé sont des gens qui n'auraient même pas imaginé avoir accès à ce type de vie-là, à ce type de vie active, de sportifs, d'athlètes et d'athlètes de haut niveau. Les parents non plus, hein. On s'entend quand un parent a un enfant lourdement handicapé, souvent il va se faire dire, ben on va faire tout ce qu'on peut, mais on ne sait pas où on s'en va ni jusqu'où on ira. Et ces parents-là, donc, passent par tout plein d'étapes médicales qui n'en finissent plus, d'écoles spécialisées. Ou en tout cas, c'est vraiment un parcours pas si simple, là, bien qu'il y ait beaucoup d'amour. Et quand ce sport-là arrive dans la vie, c'est une transformation complète. C'est accès à une panoplie d'événements, une panoplie de réalisations qu'on n'aurait pas imaginées. Alors, c'est vraiment... Et je peux vous dire, pour avoir travaillé tout comme Dominique, là, et avec Dominique quand il était jeune, à plein de sports à finalité paralympique ou sports adaptés, Oui. Celui-là, il a vraiment un enjeu majeur. Et comment vous identifiez quelqu'un qui pourrait progresser à l'intérieur du boccia, peut-être pour aller jusqu'au paralympisme? En fait, on va commencer par le commencement. Parce que je pense qu'on ne peut pas se dire, nous, on regarde juste ceux qui vont se rendre aux Paralympiques. Bien sûr. Premièrement, on ne peut pas y aller de cette façon-là. Ça peut arriver dans d'autres disciplines, mais nous, là, c'est pas le parcours qu'on privilégie et lequel on fait vivre aux gens, mais c'est plus de dire, hey, il y a un sport pour toi. Il y a quelques clubs, il n'y en a pas beaucoup qui existent au Québec. On va t'accompagner, on peut te présenter aux responsables. Comment on les trouve? Avec des démarches dans les écoles, mais c'est vraiment des gens qui ont des atteintes aux 4 membres, premièrement, là, et qui n'ont pas beaucoup de dextérité, pas de coordination, une faiblesse musculaire, parce que maintenant, il y a aussi des gens qui ont la dystrophie musculaire. Mhm. Et il y a des gens qui sont en perte de moyens, mais qui vont jouer tant qu'ils peuvent, parce qu'il y a une classe où on peut jouer qu'une rampe et un assistant. Et après ça, avec le temps, tu sais, vous savez, un sportif, là, oui. C'est aussi entre les deux oreilles. Hein? C'est une façon de penser, une façon d'être. Fait que, à partir de ça, il y en a qui en feront toute leur vie en loisir, d'autres qui iront au niveau provincial, national, puis d'autres qui iront au niveau international. Et à partir de là, aux Paralympiques, évidemment, on en a plein de champions au Québec. Oui, bien sûr. Dominique, c'est quoi la situation du boccia dans le monde présentement? C'est probablement un des sports paralympiques qui a le plus évolué au cours des 12 dernières années. Quand j'ai commencé avec la Fédération internationale, on avait 35 membres. On est rendu à près de 80. On avait, avec l'ancienne fédération, il y avait, sur une période de 4 ans, là, un cycle paralympique. On parlait de 11 compétitions. Pendant 4 ans, là, on en parle de plus de 40. Mm-hmm. Donc, c'est le jour et la nuit. Maintenant, on peut parler d'athlètes professionnels de boccia. Donc, c'est des athlètes professionnels Qui gagnent leur vie. qui gagnent leur vie ou près d'eux là, Oui, oui. à faire le sport du boccia. C'est pas des
des personnes handicapées qui jouent au boccia qui sont devenus des athlètes. Il y a eu un changement de mentalité. Un changement de paradigme. C'est ça. Vous, Mme Malo, du côté du Québec, j'imagine qu'il y a de plus en plus de compétitions, d'activités qui progressent. Ben, en fait, c'est plus l'allure des compétitions qui ont progressé parce que là, on ne va pas se compter d'histoire. Là. Tout s'améliore, les entraîneurs, la technologie, même qu'au Québec, on fait plein de recherche et développement. On a maintenant de l'équipement au Québec, le seul endroit au Canada où il y a de l'équipement, mais on a passé à travers la COVID. Et travaillant avec une clientèle très vulnérable, ça a frappé fort, je pourrais me permettre l'expression. Ouais. On a été arrêtés physiquement très longtemps et on est presque encore dans un retour. On a eu un premier championnat canadien post-COVID en 2021. Il y en a eu un à 22, 23. Il y a eu un grand arrêt. Il y a eu beaucoup d'arrêts dans les écoles. Alors, notre lien pour développer, c'est beaucoup dans les écoles spécialisées. On ne pouvait plus rentrer dans les écoles. Là, les enfants étaient protégés, plus que protégés. On ne pouvait plus faire de liens. Les gros événements au Québec ont eu de ralenti, ont été virtuels. Donc, on reprend. Je vous dirais que l'année 2024 là, va être l'année la plus dynamique et réelle et dans le sens du sport, je vous dirais. L'espèce de redémarrage. L'espèce de redémarrage va être complété. Bon, je connais José ou Mme Malo. Désolé, José, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît. Je pense qu'on peut dire José. Ouais. Je ne fais pas juste y lancer des fleurs parce que je la connais, mais l'Association québécoise de sport pour paralytiques cérébraux, c'est probablement la province qui fait le plus gros développement au Canada pour le sport. Et plusieurs provinces devraient travailler, copier ce que le Québec font pour que le Canada soit encore meilleur sur la scène internationale. Ben ça, on dit ça dans bien des domaines quand même. Mais là, au boccia, c'est vrai. Au boccia, c'est vrai. Au fait... Il n'y a pas de mal à être fier de ce qu'on fait, là. Mais je vous dirais que c'est effectivement dans plusieurs sports, c'est ça, puis dans plusieurs domaines aussi. Puis, soyons-en fiers. C'est sûr que nous, quand on regarde le nombre de Québécois sur l'équipe nationale, on est entre le 2 tiers et le 3/4 de l'équipe selon les années. Dans les championnats canadiens aussi, on se démarque. Et on a des clubs, on ne fonctionne pas de la même façon. Nous, on est reconnu comme une fédération sportive. Donc, on ne travaille pas exactement de la même façon. Nous autres, on essaie de supporter des clubs qui vont, à travers le Québec, accueillir des gens qui peuvent jouer. Ce qui fait que les gens ont besoin de moins se déplacer, contrairement à d'autres. Mais ça avance. Peut-être que je pourrais me permettre, là, odieusement, de dire qu'on est peut-être la province qui considère le boccia comme une discipline sportive, principalement, pas juste comme du loisir. Merci beaucoup. Et ça n'empêche pas le loisir, là. Tout à fait. Merci beaucoup, Mme Malo, d'avoir contribué à notre conversation. Juste pour terminer, en 2-3 secondes, Dominique, le boccia, est-ce que c'est un sport paralympique d'été ou d'hiver? D'été, donc cette année à Paris? À Paris. Bravo. Alors, pouvez-vous me croire qu'on est rendu à la fin? Ça a déjà, roulé trop vite. En sport, il y a des périodes de prolongation, on ne peut pas continuer. Ça a l'air que non. Oh. Alors, Dominique Tremblay, on vous a beaucoup aimé. On a aimé aller avec vous au bout de vos possibilités et Dieu sait que vous mettez la barre haute, donc je pense qu'on n'a rien vu encore. Ça a été un honneur d'être avec vous. Le fait de participer 2 fois aux Jeux paralympiques, de toute façon, ça le démontre bien là, que vous êtes vraiment quelqu'un qui vise... je dirais pas le paradis, mais le ciel. Et vous êtes un fier ambassadeur aussi du sport. C'est généreux de partager tout ça avec d'autres. Vous parcourez le monde, d'ailleurs, dans l'organisation de compétitions de boccia, qui est la porte d'entrée, comme on l'a vu, du sport pour plusieurs personnes handicapées. Et ça, c'est sans parler de vos qualités de communicateurs qui servent à en faire la promotion. Alors, il y a beaucoup de choses et en même temps, vous êtes un papa fier, ça se sent, une belle vie de famille. C'est un bel exemple pour nous et merci d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir. Et ce que je garde aussi, ce que je vais garder aussi, Dominique, c'est la passion que vous transmettez pour le sport et le sport para. Puis à un moment donné, on l'oublie que c'est para, ça devient le sport. Le sport, c'est ça. C'est juste du sport. Oui, c'est juste mais c'est du important. sport. Alors,
Merci également à Maxime Gagnon, qui est PDG d'Altergo, et à Josée Malo, qui est la directrice générale de sport pour paralytiques cérébro-Boccia, d'avoir participé également à cette émission. Cette émission qui est réalisée par Mathieu Tessier. À la recherche et à l'animation, Yvan Deslauriers et Francine Forget. Au-delà des limites est une production de Canal M, la radio de l'inclusion.